Si vous portiez l'arme automatique la plus puissante d'une escouade américaine durant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez environ 30 minutes à vivre une fois les tirs commencés. C'était l'espérance de vie estimée d'un tireur au BAR, selon des rapports d'intelligence militaire de l'époque, qui soulignaient comment les forces ennemies, particulièrement les Allemands, priorisaient l'élimination de ces gunners pour neutraliser la capacité de feu suppressive d'une unité entière. Les Allemands avaient en effet très vite compris, dès les premiers engagements en Normandie et ailleurs, que le moyen le plus rapide de neutraliser une escouade américaine consistait à éliminer en priorité l'homme qui tenait cette arme automatique, capable de délivrer un volume de feu continu qui surpassait de loin les fusils à verrou ou les mitraillettes adverses. Des documents capturés, comme ceux analysés par les services de renseignement alliés, révélaient que les instructions allemandes insistaient sur l'identification et la neutralisation immédiate des BAR, souvent repérés par leur cadence de tir distinctive et leur silhouette imposante. Mais le champ de bataille ne représente qu'une partie de l'histoire sombre de cette arme, dont la conception remontait à la Première Guerre mondiale et qui avait déjà forgé une réputation terrifiante bien avant 1939. Avant de retourner terroriser les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, le BAR était devenu l'outil favori des criminels les plus violents d'Amérique, capable de traverser les portières et les carrosseries des voitures de police durant les pires années de la Prohibition, une ère marquée par des guerres de gangs sanglantes et une escalade de la violence armée qui choqua la nation entière. Des figures notoires comme Al Capone ou John Dillinger en firent usage, mais c'est surtout le duo Bonnie et Clyde qui l'immortalisa en le modifiant pour en faire une arme de terreur mobile capable de percer les blindages improvisés des véhicules policiers de l'époque. Avant d'expliquer pourquoi les Allemands ont fini par haïr et craindre autant cette arme, il faut d'abord comprendre quel problème elle était conçue pour résoudre, un défi tactique qui hantait les stratèges militaires depuis les tranchées boueuses de la Grande Guerre. Cela nous ramène aux tranchées de la Première Guerre mondiale, où l'infanterie d'assaut faisait face à un cauchemar qu'aucune arme existante ne parvenait à résoudre réellement, un impasse mortel né de l'évolution de la guerre statique et industrialisée. Le problème principal était une question de timing. L'artillerie pouvait pilonner les tranchées ennemies avant l'assaut, supprimer les défenseurs et les obliger à rester terrés dans leurs abris souterrains, parfois pendant des heures sous un déluge de feu qui transformait le paysage en un cratère lunaire. Cependant, ce bombardement devait absolument cesser avant que les troupes amies ne sortent de leurs tranchées, sinon on bombardait ses propres hommes, une erreur qui avait coûté des milliers de vies lors d'offensives comme celle de la Somme en 1916. Dans cet intervalle critique, entre la fin du tir d'artillerie et l'arrivée des assaillants dans la tranchée adverse, un laps de temps souvent de quelques minutes seulement, les défenseurs, cachés dans leurs abris profonds et renforcés, remontaient rapidement, installaient leurs mitrailleuses lourdes comme les Maxim ou les Vickers et fauchaient vague après vague les soldats traversant le No Man's Land à découvert, exposés sans couverture ni moyen de riposte efficace. Les tactiques classiques de tir et mouvement, où une partie de l'unité tire pendant que l'autre avance, ralentissait considérablement l'opération et réduisait le volume de feu global, car seule une fraction des hommes tirait à un instant donné, laissant les assaillants vulnérables aux contre-attaques bien coordonnées. Ce dont les armées avaient besoin, c'était d'une solution permettant de maintenir un feu continu et mobile pendant que toute la ligne d'assaut avançait ensemble, une idée révolutionnaire qui visait à briser le verrou des défenses statiques et à restaurer la mobilité sur le champ de bataille. Les expériences des Alliés, comme les assauts canadiens à Vimy en 1917, montraient que sans une telle arme, les pertes étaient astronomiques, avec des ratios de 10 à 1 en faveur des défenseurs. Le BAR, en offrant une puissance de feu portable, allait changer cela, mais son développement fut le fruit d'années d'innovation et de tests rigoureux. Les Français avaient proposé une réponse partielle avec le Chauchat, une arme souvent moquée pour ses défaillances mais qui marqua un tournant conceptuel dans l'histoire des armes automatiques portables. On en a souvent parlé de manière très peu flatteuse, avec des surnoms comme « la machine à coudre » en raison de ses pannes fréquentes. Pourtant, une chose est souvent oubliée. Il s'agissait en réalité de la première arme, démontrant qu'un seul soldat pouvait transporter une puissance de feu automatique lors d'un assaut, un bond en avant par rapport aux mitrailleuses statiques qui dominaient les champs de bataille depuis 1914. Produit à plus de 260 000 exemplaires, le Chauchat fut conçu par le colonel Louis Chauchat et l'ingénieur Charles Setter et entra en service en 1915 pour équiper l'infanterie française en urgence face à l'impasse des tranchées. Les unités françaises utilisaient les équipes Chauchat non seulement pour fournir un tir de couverture générale, mais aussi comme véritables chasseurs de mitrailleuses mobiles, progressant vers les positions ennemies avec grenades et feux automatiques pour les détruire, une tactique qui influença les doctrines alliées. Le concept fonctionnait, comme prouvé lors des offensives de Verdun où des équipes Chauchat permirent de neutraliser des nids de mitrailleuses allemands. Mais la réalisation était très imparfaite, avec des problèmes chroniques de surchauffe, d'enrayage dû à la boue et à la poussière, et une fabrication hâtive utilisant des matériaux de récupération qui rendaient l'arme peu fiable. Le Chauchat était très inconfortable à tirer de la hanche,
Son long recul produisait un choc irrégulier qui luttait contre le tireur et ses pièces externes s'accrochaient partout, rendant la mobilité promise illusoire dans les conditions réelles du front. Les soldats américains équipés de versions converties en .30-06 rencontraient encore plus de problèmes de fiabilité, avec des taux d'enrayage atteignant 50% dans les tests de l'armée US en 1918, ce qui mena à son rejet rapide par les troupes de l'AEF American Expeditionary Force. Ainsi, même si les Français avaient prouvé qu'une arme automatique portable pouvait transformer les assauts d'infanterie, ils n'avaient pas créé l'outil idéal et les Alliés cherchèrent désespérément une alternative. Les mitrailleuses lourdes existaient bien sûr, comme la Vickers britannique ou la Maxim allemande, mais leur poids, souvent plus de 50 kg avec trépied et munitions. Le besoin en refroidissement à eau et la nécessité d'une équipe entière de 4 à 6 hommes les rendaient uniquement défensives, idéales pour fortifier une position mais impossibles à déplacer rapidement lors d'un assaut. On ne pouvait tout simplement pas traverser le No Man's Land en traînant une Maxim refroidie à l'eau, une opération qui exposait l'équipe à un feu concentré. L'armée américaine examina des alternatives, y compris la mitrailleuse légère française Berthier, qui testa bien avec le corps des marines et l'armée en 1917, mais des problèmes de fabrication et de financement tuèrent ce programme avant qu'il ne décolle. Finalement, ce fut John Moses Browning, fort de décennies d'expérience dans la conception d'armes, avec plus de 128 brevets à son actif, incluant des innovations comme le pistolet M1911 et la mitrailleuse M1895, qui reçut la mission de créer cette automatique rifle pour le Walking Wire, un concept qu'il avait commencé à explorer dès 1910. Browning, né en 1855 dans l'Utah et fondateur de la Browning Arms Company avec son frère Matthew en 1878, avait déjà révolutionné l'industrie des armes avec des designs gas-operated et il vit dans le BAR l'opportunité de combiner puissance, mobilité et fiabilité. Le résultat fut le BAR 1918. Une arme portable chambrée en .30-06, capable de tir semi-automatique et full auto à un taux de 5 cents à 650 coups par minute, robuste face à la boue et aux débris grâce à son mécanisme à piston long course et son verrouillage par verrou montant, fiable dans les pires conditions avec un système ouvert bolt qui minimisait les enrayages. Et alimenté par un chargeur de 20 cartouches, les essais de chargeurs de 40 s'étant révélés trop encombrants en position couchée, bien qu'utilisés pour des rôles antiaériens jusqu'en 1927. Techniquement, le BAR mesurait 1,194 mm de long, pesait environ 7,25 kg pour le modèle original, avec un canon fixe de 610 mm et une vitesse initiale de 860 mètres par seconde, offrant une portée effective de 100 à 1500 yards. L'idée tactique centrale était claire. Un groupe de soldats équipés de BAR avançait en tirant principalement de la hanche, surtout en semi-automatique, afin de saturer l'ennemi de projectiles et de le maintenir cloué au sol pendant que la ligne d'assaut se rapprochait, une doctrine inspirée des observations de Browning sur les gaz d'expansion des cartouches, qu'il avait noté dès 1889 lors de tests dans les marais salants de l'Utah. Puis, à très courte distance, on passait en full auto pour les courtes rafales intenses de la char finale et du combat dans la tranchée, avec un sélecteur de tir délibérément rigide pour éviter les erreurs sous stress. Ce concept préfigure en quelque sorte l'idée future du fusil d'assaut, avec une utilisation principalement semi-automatique contrôlée et une option automatique en combat rapproché, mais avec la cartouche pleine puissance .30-06, bien plus difficile à maîtriser en automatique que les cartouches intermédiaires des armes ultérieures comme l'AK-47 ou le M16, offrant toutefois une puissance d'arrêt et une portée inégalée. La production fut un chaos impliquant Colt, Winchester et Marlin-Rockwell, avait des disputes contractuelles et des retards. Browning refusa même de participer à des démonstrations chez Winchester en raison de rancunes passées. À la fin de la guerre, environ 52 000 M1918 existaient, dont 48 000 envoyés outre-mer, mais le général Pershing retarda leur déploiement massif pour éviter que les Allemands ne les capturent et les copient, prévoyant une guerre prolongée jusqu'en 1919. Le premier usage au combat eut lieu le 22 septembre 1918, juste avant l'offensive Meuse-Argonne, où il surpassa le Chauchat en maniabilité et efficacité, avec des rapports indiquant une fiabilité accrue sous la boue et les marches forcées. Seulement 72 BAR abandonnés contre 400 Chauchats. Équipé de sangles dédiées pour gunners et assistants, le BAR terrorisa les Allemands dès les premiers affrontements, menant à des captures de prisonniers choqués par cette nouvelle arme. L'armistice coupa court à son plein potentiel, mais posa les bases de sa réputation. Avant de terrifier à nouveau les Allemands en 1944, le BAR joua un rôle sombre dans les années d'entre-deux-guerres, volait des arsenaux de la garde nationale pour équiper des gangs comme celui de Bonnie et Clyde, qui en firent une arme signature en la modifiant, canon raccourci, chargeur soudé pour 60 coups pour percer les voitures policières lors de fusillades comme celle de Joplin en 1933, où Bonnie en utilisa un pour couvrir leur fuite, tuant 2 policiers.
Cela mena directement à la National Firearms Act de 1934, imposant une taxe prohibitive sur les armes automatiques. À la fin des années 1930, avec une nouvelle guerre imminente, l'armée américaine modernisa le BAR en 1918 adopté en 1938, marquant un changement fondamental dans sa doctrine. Abandon du semi-automatique pour 2 modes full auto, lent à 300 à 450 coups minute avec un réducteur hydraulique rapide à 500 à 650 coups minute. Ajout de poids passant de 16 à près de 20 livres avec bipied, suppresseur d'éclair et monopode pliable visant à en faire une mitrailleuse légère plutôt qu'un fusil automatique. Ces modifications, incluant un réducteur de cadence souvent défaillant sans nettoyage quotidien et un bipied au museau causant des flexions du canon nuisant à la précision, rendirent l'arme moins adaptée à son rôle original sans en faire une vraie LMG comme la Brem britannique ou la MG42 allemande qui permettait des changements de canon rapides pour le feu soutenu. Une offre belge de FN en 1938 à 1939 pour un canon interchangeable fut rejetée pour incompatibilité avec les récepteurs existants. En combat, les soldats les enlevaient souvent, comme noté par le lieutenant-colonel John George sur Guadalcanal, où après 2 semaines, les BAR étaient nus, comme conçus par Browning. La production en WWE atteignit 190 000 unités, avec une doctrine faisant du BAR l'unique arme automatique d'une escouade de 12 hommes, soutenue par une équipe de 3. Gunner avec 220 courants en 11 chargeurs, assistants prêts à remplacer, et porteurs de munitions. Tous formés au BAR car les Gunners étaient des cibles prioritaires. Un rapport d'intelligence notait que les ennemis visaient toujours le BAR en premier. Les Allemands capturèrent des BAR américains et polonais 20 000 WZ. 1928 en 1939, les utilisant jusqu'à la fin de la guerre, tandis que l'escouade allemande reposait sur des MG34, MG42 Belfed, surpassant le BAR en feu soutenu mais inférieur face à plusieurs fusiliers. Des héros comme Charles développé de la 82 ND Airborne, qui en Normandie le 9 juin 1944, exposé au milieu d'une route, couvrit le retrait de son peloton en tuant des dizaines d'Allemands malgré des blessures mortelles, gagnant la Medal of Honor. Wilson Watson des Marines sur Iwo Jima en février 1945, tuant 60 Japonais en chargeant des pillbox de la hanche comme prévu par le Walking Fire. Ou Henri Chauchoer de la 3RD Infanterie en Italie, éliminant 4 tireurs à 30 yards, 2 mitrailleurs à 60 yards et 4 autres à 500 yards, puis un équipage entier à 80 yards sous obus de tank. En Normandie, dans les bocagères, le BAR était essentiel pour les combats à courte portée où les unités volaient des extras pour contrer la supériorité allemande. Contre les charges bandes et japonaises dans le Pacifique, son feu automatique sauva souvent des positions, menant les marines à passer de 513 à 867 BAR par division en 1945, avec des squads de 13 hommes en 3 équipes BAR. Les conditions tropicales causaient de la rouille aux cylindres de gaz non inoxydable et pourrissaient les crosses en bois, menant à des crosses plastiques Firestone en 1942. Le chargeur de 20 coups s'épuisait en 2 à 4 secondes, forçant des recharges constantes contre les Belfed ennemis. Le BAR resta en service jusqu'à la guerre de Corée, où 61 mm 1918 à 2 furent produits, loués par des officiers comme David Ackworth pour son feu de nuit et sa pénétration contre les infiltrations chinoises, avec des Gunners portant 12 chargeurs et des nylon valves pour maintenant simplifier. Au début du Vietnam, des BAR obsolètes furent livrés aux Sud-Vietnamiens et montagnards, préférés par les Special Forces pour leur fiabilité face aux M16 Jambon. Des WC volaient des BAR des camps US, un sergent SF notant « J'ai remercié Dieu pour un BAR qui marchait, contrairement au M16 ». Le BAR allait servir fidèlement jusqu'en Corée, et même parfois au début du Vietnam, avant d'être finalement remplacé par la mitrailleuse M60 en 1957, lorsque ses limites canon fixe, chargeur de 20 coups, poids, changement vers le 7,62 x 51 même autant, sont devenus insurmontables, marquant la fin d'une ère pour une arme qui, conçue pour le Walking Fire des tranchées de 1918, aura finalement servi 40 ans dans un rôle très différent de celui imaginé par John Browning, influençant des générations d'armes automatiques modernes.